Mercredi 21 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Le collège de la société civile nigérienne au sein du groupe multipartite de concertation du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative sur la transparence des industries extractives va bientôt être mise en place. Une rencontre de consultation se tient depuis ce matin à cet effet au niveau de l'hôtel Gawey. L'ouverture de la rencontre a été présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre qui est également le président de ce groupe de concertation multipartite. Je propose de suivre le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafis Azakou. Faciliter la procédure de consultation et de désignation des représentants des organisations de la société civile nigérienne au sein du groupe multipartite de concertation tout en précisant leurs modalités de participation dans l'UTA, tel est l'objectif général de cet atelier de consultation élargie et de planification pour la mise en place du collège de la société civile au sein du groupe multipartite de concertation GMC du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le GMC est composé de 3 collèges. Le collège de l'administration, tous les membres de ce collège ont été désignés. Le collège des entreprises du secteur extractif, déjà constitué. Le collège de la société civile qui est l'objet du présent atelier. Il faut le rappeler, le collège de la société civile est composé ainsi qu'il suit. 2 représentants des associations des médias légalement reconnus, désignés par leur pairs en raison d'un représentant pour la presse publique et un représentant pour la presse privée. 3 représentants des associations nationales légalement reconnues œuvrant dans le secteur des industries extractives, désignés par leur pairs. 2 représentants des associations nationales légalement reconnues œuvrant dans le domaine de la transparence et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées désignés par leurs pairs. 2 représentants des syndicats œuvrant dans le secteur des industries extractives désignés par leurs pairs. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur du cabinet du Premier ministre a souligné le rôle de la société civile dans l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif. Dans la norme ITIE, la société civile joue un rôle important de veille dans l'amélioration de la gouvernance de notre secteur extractif. Elle a été associée dans le diagnostic d'ITIE Niger et dans l'élaboration des textes du nouveau dispositif national d'ITIE Niger. Il est important que la société civile soit bien informée pour être en mesure d'animer un débat citoyen responsable et pertinent. C'est pourquoi nous tenons à ce que la société civile joue effectivement son rôle dans les différents cadres qui existent dans le groupe multipartite de concertation et le comité de supervision. À noter que cet atelier qui est organisé avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance PAC et qui durera 3 jours est un des moments forts de la mise en œuvre de la UTA au Niger. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse du Bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes SNAD, un communiqué issu de la réunion ordinaire du DIBEN tenue aujourd'hui même à l'effet d'examiner la situation née de l'injonction faite à l'administration des douanes par le ministre délégué au budget de rapporter les dernières décisions d'affectation concernant certains agents du cadre des douanes du fait qu'il n'en ait pas été avisé. À l'issue donc de la réunion et de l'examen de cette situation, le BEN-SNAD tient à faire le communiqué dont la teneur suit. 1. Les décisions d'affectation en question, même si elles peuvent être critiquables du point de vue de leur fond, ont été prises conformément aux prérogatives reconnues à la loi aux différents responsables chargés de la gestion du personnel. 2. Qu'en agissant ainsi, le ministre délégué au budget s'est gravement et outrageusement immiscé dans la gestion interne de l'administration des douanes. 3. Rappel aux 10 ministres
que les pratiques et usages administratifs consistant à lui soumettre certaines décisions d'affectation répondent seulement à des besoins de courtoisie. 4. Qu'en remettant ainsi en cause des actes de gestion courante du personnel du cadre de la douane, il a non seulement, le ministre donc, manqué d'égard aux responsables de cette administration, mais au-delà à toute la corporation douanière. 5. Lance un appel aux responsables de l'administration des douanes à tous les niveaux pour qu'ils se ressaisissent afin de s'assumer par rapport à leurs devoirs et prérogatives à eux conférés par la loi. En tout état de cause, le SNAD, profondément attaché à la défense des acquis et des principes légaux, n'entend tolérer aucune forme de remise en cause des intérêts de ses militants et ou ceux de l'administration. Fait à Niamey ce mercredi 21 août 2019, signé par le secrétaire général du BENSNAD, M. Hamadou Tchekoura Daouda. Les rites du Hajj 2019 sont donc terminés et les premiers pèlerins nigériens ont commencé à regagner le Bercail. Parmi eux figurent des pèlerins de l'agence Hambali Voyage. Un premier groupe de 50 pèlerins convoyés par cette agence ont en effet atterri hier mardi ici à Niamey. On fait le point avec notre confrère Ibrahim Hiro de la télévision Bonferré depuis la Mecque. Les pèlerins de Hambali Voyage rentrent au pays comme ils sont arrivés, c'est-à-dire par petits groupes dans des vols réguliers. Les vols retour ont commencé 48 heures après les opérations du pèlerinage. À la date d'aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines à avoir déjà regagné le Bercail, à l'image de ce groupe qui a atterri à Niamey au petit matin du mardi 20 août dernier. Ils sont arrivés à bon port à l'aéroport international Diori Amani de Niamey avec leurs bagages. Accompagnés par des encadreurs de Hambali Voyage, ils sont aussi accueillis par d'autres encadreurs sur place à Niamey. Certains sont partis vers des destinations comme la Côte d'Ivoire ou l'Éthiopie, comme c'est le cas de ces deux pèlerins qui ont quitté la Mecque depuis le 15 août dernier, très satisfaits de leur convoyage. Les vols réguliers se poursuivent. Presque chaque jour, il y a départ de pèlerins. D'autres prendront le vol charter du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho avec la compagnie Maxer. Restons toujours avec l'agence de voyage Hambali Voyage qui s'est fait distinguer lors de cette édition 2019 du Hajj sur les terres saintes de l'Arabie Saoudite. Elle s'est distinguée notamment à travers la qualité de son encadrement, avec plutôt la mise en place d'une trentaine d'encadreurs à la disposition des pèlerins que la dite agence a convoyés sur les terres saintes de l'Arabie Saoudite. On retrouve Ibrahim Hiro. Selon les normes établies pour le convoyage en Terre Sainte, le ratio est d'un encadreur pour 50 pèlerins. Ainsi, avec ces 500 pèlerins, Hambali Voyage devait se contenter de 10 encadreurs. Mais dans les faits, ils sont, tenez-vous bien, 30, dont 12 femmes, soit le triple du ratio recommandé à s'occuper des pèlerins de l'agence. On les voit dans les bus faire des appels nominaux pour s'assurer qu'aucun pèlerin ne s'est écarté du groupe. Dans les rues, ils aident les personnes âgées à marcher et traverser les routes. Dans les commerces, ils les assistent pour faire des achats et souvent prennent leurs bagages, comme c'est le cas avec cette encadreuse de Hambali Voyage. À la Kaaba, on compte les pèlerins pour connaître le nombre exact qui est arrivé à la mosquée afin de savoir si tout le monde est là au moment de quitter. On négocie dur pour avoir des tricycles à ceux et celles n'ayant pas la force de faire le tawaf. Pour les circumambulations, les encadreurs alignent les pèlerins derrière eux de manière à préserver l'unité du groupe. Dans le trajet de Safa et Marwa,
Malgré la fatigue et la sueur, les encadreuses de Hambali Voyage aident les vieilles femmes à réussir l'épreuve. Sur le chemin des Yamarats, c'est une véritable mission difficile pour les encadreurs de Hambali Voyage. Ils transpirent, ils crient, courent par-ci, par-là, pour réunir les pèlerins et les maintenir ensemble comme une boule de mille. Et même lorsqu'un encadreur perd une chaussure, il ne s'arrête pas pour la chercher. Il continue à guider ses pèlerins avec une seule chaussure, l'essentiel étant d'amener tout le monde à bon port. Vraisemblablement, ce don de soi, cette détermination et cet engagement à assurer la sécurité des pèlerins tout en les conformant au rythme, les encadreurs de Hambali Voyage le tiennent du PDG, Bachir Harouna Hambali. En Terre Sainte, l'homme ne disparaît pas et reste à la vue constante de ses pèlerins. L'honorable Bachir Harouna Hambali installe son quartier général dans le hall de l'hôtel et y reste toute la nuit, surveillant les entrées et sorties de chaque pèlerin et pèlerine. Lors des déplacements en bus, le PDG est debout pour organiser les pèlerins. Il monte et descend, ordonne, va et revient, et c'est ainsi jusqu'au départ des bus. Et quand c'est le retour des pèlerins au pays, l'honorable Hambali accompagne certains jusqu'à la voiture de l'agence qui les amène à l'aéroport. Il fait quelques photos souvenirs avec eux. Cette façon de faire le convoyage et l'encadrement des pèlerins est la marque de fabrique de Hambali Voyage. Et c'est sans doute pourquoi, unanimement, les pèlerins expriment leur totale satisfaction. Voilà, parlons de sécurité cette fois-ci. Un contingent nigérien de 850 militaires a été récemment envoyé au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Cet envoi donc de ce nouveau contingent des soldats nigériens pour le maintien de la paix au Mali a suscité ce reportage de Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi sur les besoins de sécurité sur le territoire nigérien. Le Niger, à l'exemple du Nigeria, du Tchad, du Mali ou du Cameroun, est engagé dans la lutte contre le terrorisme qui menace la quiétude des populations de la région de Tillabéri et de Difa. Cependant, c'est en ce moment où le Niger a besoin de ses soldats dans les zones frappées par l'insécurité qu'on apprend que 850 soldats nigériens sont envoyés au Mali qui fait face à une instabilité chronique. Aussi, pour le journaliste et analyste politique Ousseini Issa, c'est bien normal d'envoyer des militaires nigériens à l'étranger. Mais le problème qui se pose réside dans l'absence de la caution de l'Assemblée. Dès le déclenchement du conflit dans le septentrion malien, le Niger a envoyé déjà un contingent pour pouvoir appuyer les soldats, comme on avait dit, maliens. Mais il n'y avait pas que le Niger qui avait envoyé des troupes, il y avait également le Burkina Faso, un certain nombre de pays, y compris la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont tous envoyé des troupes sur le terrain. En vérité, le problème ne réside pas à ce niveau. Dans le cas de la coopération militaire, quand un voisin a des problèmes, on peut toujours aller l'assister, mais il faut que ça se fasse dans le cadre légal. Mais malheureusement, le constat qui s'est fait, c'est que pour la première fois, quand il était question d'envoyer des troupes au Mali, c'est passé par l'Assemblée nationale. Normalement, à chaque fois que ça doit être renouvelé, c'est à l'Assemblée nationale de statuer là-dessus. Bon, depuis pratiquement la première fois, on n'a plus assisté à ça, c'est devenu une routine. Les éléments qui sont sur le terrain, on les relève, on amène d'autres nouveaux éléments. Depuis pratiquement 92, quand la crise sécuritaire s'est installée dans le septentrion malien, comme je l'ai dit. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que le cadre légal est respecté. Et à ce niveau, il y a plein d'interrogations. Il y a plein d'interrogations en ce sens que quand on voit même les troupes, les bases étrangères qui sont venues s'installer, comme on avait dit, dans ce pays-là, on n'est pas passé par l'Assemblée pour valider leur présence sur le territoire, ce qui n'est pas normal. De plus, l'opinion nationale peut comprendre que notre gouvernement envoie des militaires pour venir en aide aux Maliens, sans pour autant assimiler le comportement du président Issoufou Mahamadou, qui tarde à se rendre à Tillabéri et Difa, ne serait-ce que pour renforcer le moral de nos troupes. C'est une situation qui a été décriée parce qu'on a vu, même en Occident, par exemple en France, où
aux États-Unis, quand le président est en déplacement quelque part, qu'il y a un attentat terroriste grave, il coupe son séjour dans la localité où il se trouve, dans la région ou dans la ville ou l'État où il se trouve, pour revenir. Mais bon, on est dans un contexte où, bon, malheureusement, le président, jusqu'ici, en tout cas, depuis que ça a commencé, personne ne l'a vu sur le terrain en train de, quand même, comment vais-je dire, bon, de soutenir le moral, comment remonter le moral des troupes. Mais bon, bien, on dit qu'il y a les autorités qui les représentent localement, notamment le gouverneur et autres. Mais moi, je me dis, dans ce genre de contexte, dans ce genre de conflit, ce qu'il faut forcément, quand il y a un problème, c'est qu'une crise sécuritaire de telle ampleur, c'est que le président doit pouvoir faire le déplacement pour au moins ça. Et renforcer ou bien remonter le moral des troupes. C'est toujours important, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Je ne sais pas la cause, qu'est-ce qui explique cela, mais c'est un constat qui est quand même là. Enfin, les troubles sécuritaires liés au terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest appellent un combat solidaire contre les terroristes. De ce point de vue, les militaires nigériens engagés à l'étranger ont le devoir de s'illustrer par leur bravoure. Restons toujours avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi qui nous parlent cette fois-ci de la vague, il faut peut-être l'appeler ainsi, de départ des sociétés et entreprises françaises sur le territoire nigérien. Le dernier en date, vous le savez, c'est la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Cet endroit qui est en train de devenir progressivement un dépotoir dans la zone industrielle de Niamey n'est pas un lieu banal. En effet, il y a quelques années de cela, cet emplacement était une briqueterie qui employait un grand nombre de personnes avant de vivre la décadence. Cette usine de briqueterie qui a connu le naufrage exprime à elle seule l'état de délabrement dans lequel se trouve le secteur industriel de notre pays. Que les gens se rappellent des usines comme Sonia, Peel Wonder, Sony Ceram et beaucoup d'autres qui n'ont pas eu une longue vie. Et comme une descente en enfer, les Nigériens ont appris avec consternation la fermeture de la BRA Niger. Et paradoxalement, on entend le chef des socialistes nigériens, le président Issoufou Mahamadou, défendre la zone de libre-échange, alors que le tissu industriel de notre pays est en lambeaux. Alors qu'est-ce qui explique cette situation déplorable dans laquelle se trouve l'industrie nigérienne? Il y a des raisons communes à toutes les sociétés qui ont fermé, et même celles qui souffrent actuellement, celles, si on ne fait pas attention, elles vont fermer. Et les raisons sont communes, c'est quoi? D'abord, les conditions de leur exercice chez nous, les coûts des facteurs. Un, la question des taxes. Deux, la question de l'énergie. Trois, la question de l'eau. Et tous ces facteurs réunis, en tout cas, font en sorte que l'environnement qui est créé au Niger par rapport aux industries, il n'est pas viable et il n'est pas pérenne pour les industries. Et au-delà de ça, il y a la question de la concurrence, bien entendu. Concurrence, ça va venir davantage. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement nous sommes en zone économique UEMOA où il y a la liberté d'installation, mais aussi la question de la concurrence, mais nous sommes aussi dans la zone CEDEAO. Qui dit CEDEAO dit question douanière commune. Et dès lors que l'union économique va naître, va se consacrer, c'est que sur la concurrence sera accrue. Elle sera accrue. Donc, il faut créer les conditions pour que non seulement les industries soient viables, mais qu'elles soient compétitives. Le secteur industriel de notre pays étant dans une situation de grande faiblesse. Alors, comment faire pour le revitaliser? La solution, c'est par rapport au pays. Ça, c'est aux autorités et à tout le monde de prendre conscience de ce que représente la situation économique de notre pays, la nécessité que nous repensons tous les paradigmes d'approche et qu'on puisse regarder qu'on ne peut pas continuer à être un pays consommateur et penser qu'on a de l'avenir. Et sur le plan économique, dans l'espace économique de l'UEMOA ou de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou de la CINSAD. Nous sommes dans un espace économique et cet espace économique, on doit être capable d'avoir la possibilité d'implanter des unités industrielles capables de produire des produits de qualité et compétitifs. Mais si nous ne pouvons pas les produire, il n'y a rien à faire. Donc on sera tout simplement un pays dominé et envahi. Et ça serait aux grandes dames de notre peuple et au grand bonheur de ceux qui viendront faire leurs affaires ici chez nous. Certes, les socialistes qui dirigent actuellement le pays ont marqué des points.
en ce qui concerne la construction des routes. Cependant, à l'heure actuelle, leurs résultats sont mitigés en ce qui touche l'éducation, la santé ou l'assurance de la sécurité. Enfin, les socialistes auraient pu marquer plus de points s'ils avaient construit ne serait-ce qu'une usine de transformation de sable. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.